Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Swanhild Demarcq, ou même plutôt d'être accueilli par Swanhild Demarcq, parce que nous sommes dans ses locaux à 2 pas de la gare Saint-Lazare, dans un quartier bien vivant. Swanhild est DRH chez Direct Skills, qui est une SaaS RH leader dans la gestion des intérimaires. Elle nous expliquera ça mieux que je vais le faire. Son parcours, lui, n'est pas standard, par contre. Pluridisciplinaire, audacieux, un parcours centré sur l'humain. Et chez Direct Skills, elle porte la culture d'autonomie, de confiance et de sens, autant de leviers au cœur de son action RH. Alors, dans cet épisode, je vous propose de plonger dans 3 temps. D'abord, qui est Swanhild ? D'où elle vient ? Ce qui la motive, ses convictions. Ensuite, comment elle fait vivre sa vision RH chez Direct Skills, avec une culture remote importante, une culture d'entreprise forte, sa vision aussi critique du entre guillemets, retour au bureau imposé par certaines organisations actuellement. Et puis, on parlera un petit peu de sa vision du futur de la fonction RH, un peu d'IA. Voilà. Donc, je vous propose de vous installer, de mettre vos écouteurs et de participer avec nous à cet échange. En tout cas, Swanhild, un grand merci pour ton invitation. Merci de ton accueil. Avec plaisir. Merci à toi de me proposer d'échanger et de pouvoir partager mes convictions sur les sujets RH, IA et futur du travail. Ouais, on va parler de tout ça. Déjà, Swanhild, c'est un prénom qu'on n'oublie pas. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens et ce qui t'a amené petit à petit à être dans la fonction RH et d'être DRH aujourd'hui ? Ouais, donc comme beaucoup le savent, je suis pas le pur produit RH habituel. Donc je suis chez Direct Skills depuis 10 ans maintenant. J'avais déjà fait beaucoup de métiers différents auparavant. Je suis passée par la communication, les relations presse, du marketing, de l'animation, de l'immobilier. Et je suis arrivée chez Direct Skills sur la partie administration des ventes dans le cadre du lancement d'un nouveau produit à l'époque, il y a 10 ans. Très investie dans l'entreprise. Je sentais que les sujets humains me tenaient à cœur. C'est vrai que pour moi, la majorité des problèmes dans l'entreprise ne sont pas des problèmes métiers ou opérationnels. En fait, c'est toujours un problème humain. Et donc, en 2017, je suis élue déléguée du personnel. Ok, je ne savais pas ça. Voilà, okay. c'est comme ça, en fait, mon premier pied dans le sujet. Oui, donc c'était avant les ordonnances Macron. Donc, j'étais passée SE, déléguée du personnel. Et puis voilà, je prends les sujets à cœur. Et puis en voulant, avec ma conscience professionnelle et autres, en voulant porter les sujets correctement en relation avec la RH de l'époque, eh bien, je mets le nez dans le droit social, dans le futur du travail. Et en fait, je découvre vraiment une passion. Et si tu veux, moi, toute ma vie, j'ai changé de métier entre tous les 18 mois et tous les 2 ans et demi. Ok. Parce qu'en fait, l'impression d'avoir fait le tour, de plus m'épanouir. Et en fait, pour la première fois, je découvre un sujet qui me passionne, qui, je pense, est sans fin en termes de... Enfin, RH, c'est sûr, on ne peut jamais atteindre le fond, la perfection. C'est du renouvellement permanent.
Et donc, en fait, j'ai été stimulée. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, enfin, elle est là, ma voix. Et voilà comment j'ai mis le pied dedans, dans les RH. Alors, tu dis que tu changes, tu vois, tu as un rythme de changement qui est assez important. Après, ce qu'il est atypique aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, il est ce qu'il est. Par contre, à côté, tu as une fidélité, parce que ça fait 10 ans que tu es chez Direct Skills. Ouais. C'est plutôt rare aujourd'hui, de surcroît dans le monde de la tech à Paris. Voilà, où ça bouge fort, ça bouge vite. Ouais. On sait que c'est pas la vie des boîtes dans la tech parisienne n'est pas un long fleuve tranquille non plus, hein, donc etc. Qu'est-ce qui fait que tu restes fidèle à cette entreprise depuis ton arrivée? 2015, depuis septembre 2015. Écoute, je suis allée faire un tour ailleurs en 2019. Ah, ok. Je suis un boomerang. Je suis partie, j'avais plein de projets. J'ai monté une petite entreprise. En même temps, je travaillais dans une autre boîte du textile publicitaire écologique. Enfin voilà, j'ai fait des petites choses, mais tout en gardant un lien avec Direct Skills. Puisque j'étais partie en excellent terme. J'avais juste ce besoin à ce moment-là. Tu vois, voilà, j'avais fait le tour dans mon poste et besoin d'aller voir ailleurs. Mais j'ai gardé le lien. Je revenais peut-être une fois par mois au début en freelance pour accompagner les personnes qui m'avaient remplacée. Puis vérifier, avoir un regard. Et en fait, petit à petit, le rythme est devenu beaucoup plus fréquent qu'une fois par mois. Et puis ensuite, on a eu le Covid, où là, j'ai gardé vraiment des liens avec tout le monde, justement sur les outils que je maîtrisais qui permettaient de pallier au télétravail imposé. Et puis, une fois cette période compliquée passée, en discutant avec le président, en fait, on s'est rendu compte que en fait, j'étais jamais partie quelque part et que j'étais toujours attachée à l'entreprise et que je pouvais continuer d'apporter beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai pris le périmètre tel que je l'ai aujourd'hui. D'accord, donc voilà. Avec la fonction RH. Avec la fonction RH dans sa globalité, j'ai construit l'équipe, les processus et voilà. Et puis on continue de l'améliorer, mais en tout cas c'est à ce moment-là, en 2020, que je reviens et que je prends la fonction telle que je la fais aujourd'hui. Tu as une équipe de combien de personnes en RH, toi? Sur la partie RH, je vais dire qu'on est 2,5. Ok. Voilà. On va dire comme ça. J'ai une personne à temps plein sur recrutement, développement RH, marque employeur. Et j'ai une personne à mi-temps sur la partie administration du personnel. Je dis à mi-temps puisque l'autre partie de son temps plein est dédiée à plus de l'administration d'entreprise, fournisseurs, accompagnement au suivi RGPD, ISO 27001. Okay. Mais sur le volet RH, on va dire que j'ai une personne et demie avec moi au quotidien. Ok, donc une équipe assez courte. Avec pas mal de projets. On va revenir. Qu'est-ce qui te fait vibrer encore aujourd'hui? Parce que tu disais que la limite, il n'y a pas de limite au métier. Est-ce que c'est ça qui te fait vibrer ou est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te font vibrer? Alors, il y a beaucoup de choses qui me font vibrer, en effet. Je suis un T-shape, en fait. Tu vois, j'ai besoin de... Et en fait, je trouve que ce qui est hyper intéressant dans mon rôle de DRH, c'est que si j'ai envie d'explorer et d'aller peut-être un peu plus loin du périmètre dit classique, je trouve ma légitimité en fait tu vois, je suis très investie dans les projets IA de l'entreprise, dans le fait que l'entreprise soit pionnière et développe. Je trouve que ça peut matcher avec mon rôle de DRH, ça s'argumente et donc je peux faire matcher. J'ai une présence importante dans la sécurité informatique puisque malgré tout les données passent aussi par nous, c'est nous qui avons les données les plus sensibles. Donc voilà, et en fait dans ce métier je m'épanouis parce que je peux rattacher beaucoup d'autres choses en plus du périmètre habituel d'un RH. Ok. Et évidemment, l'impact au quotidien quand même sur les actions RH, ça fait vibrer toujours. Avant qu'on rentre un peu dans le détail, c'est quoi tes convictions aujourd'hui profondes qui guident tes décisions RH au quotidien? Ouais, j'en ai plusieurs. Comme beaucoup le savent, parce que je communique plutôt dessus, donc il y a en effet le remote, mais pas le remote au sens imposer le télétravail à tout le monde. Je connais des gens qui s'épanouissent pas en télétravail et c'est très bien et il faut pas leur imposer. En revanche, conviction profonde sur le fait que des gens qui aiment ça, qui s'y épanouissent, il n'y a aucune raison de les en empêcher. En tout cas, dans les métiers du tertiaire pour lesquels... Les métiers où on peut le faire. Les métiers où on peut le faire, évidemment. Ouais. Sans entrer dans des débats inutiles comme j'ai pu déjà voir sur des réseaux. Oui, je suis bouché. Oui, non mais... On s'en doute bien. Voilà, on parle pas de ça. En tout cas, pour tous les métiers où c'est possible, refuser le remote à quelqu'un qui s'y épanouit et refuser en tant qu'entreprise de mettre les moyens, les outils en place,
je trouve que c'est totalement inutile, dérisoire et très court-termiste comme vision. Deuxième grosse conviction, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire que en fait, on peut vivre bien au travail, on peut passer des moments excellents. Alors, tout le monde n'est pas là pour ça, et c'est OK. En revanche, permettre aux gens de se lever le matin et de savoir qu'ils vont arriver dans un environnement agréable, serein, responsabilisant et qui leur permettent de s'épanouir, et ben c'est pour moi ma vision du travail. As-tu une troisième conviction à nous partager ? Toujours, je vais revenir sur le remote, ouais. mais vraie conviction, c'est que l'échec du remote, c'est pas un échec du remote, c'est un échec du management, un échec de la culture et un échec de la culture RH de l'entreprise. Okay. J'en reste persuadée. Ok, on va revenir sur ce point-là. Est-ce qu'il y aurait un cliché sur la fonction RH que tu aurais envie de déconstruire ? Toi qui n'as pas été RH, qui l'est devenu par choix, qui le vit aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cliché sur cette fonction dont tu entends parler peut-être dans tes réseaux perso et qui t'agace ? Ah bah, pas plus tard que ce week-end, j'étais de sortie en extérieur et je rencontre des gens dans un café, et quand on me demande mon métier et que je dis que je suis DRH, la personne que je viens de rencontrer dit « Ah, l'ennemi ». Waouh! Et c'était hyper violent, c'était hyper brutal. Et en fait, deux principes. Une partie des gens, pas tous, mais une bonne partie des gens, et surtout en ce moment, en plus, il y a une petite tendance quand même, une petite traîne sur les réseaux avec les RH. Attention, il y en a qui font du mal à notre métier, et ça, on sait. Sur TikTok, il y a quelques influenceurs qui jouent sur ce côté-là. Moi, ça me fait très rire. Attention, je trouve ça très drôle, mais ça reste... oui, il y a des gens qui font du mal à notre métier. Maintenant, oui, il faut déconstruire cette vision du RH dans son bureau qui gère juste des chiffres. Je pense que la plupart, des personnes qui font ce métier que j'ai rencontré, c'est des gens profondément humains, profondément... tournés vers l'avenir et qui ont envie que leur métier retrouve ses lettres d'or. Donc oui, ça, j'ai vraiment envie de le déconstruire. La soirée s'est bien passée quand même ? C'est bien terminé ? Eh ben, je pense que j'ai réussi à le convaincre d'être un petit peu plus ouvert et peut-être qu'il regarde aujourd'hui sa RH d'un meilleur œil. Peut-être qu'il t'écoutera même. Et peut-être même. Et Soyons fous. Je vais essayer de le retrouver et de lui envoyer. Soyons fous, ok. Tiens, si la Swanhild d'aujourd'hui, de 2026, pouvait parler à celle qui débutait en RH en 2020, quel conseil elle lui donnerait ? Alors, de se faire confiance. De se faire confiance, parce qu'en fait, avec le petit recul que j'ai là, mes plus gros échecs dans ma fonction sont liés, pour moi, après j'en fais d'autres, mais sont liés à mon manque de confiance. Ok. Tous. Manque de confiance quoi ? Dans la technique du métier ? Comment est-ce que je vais être perçu ? C'est quoi ton manque de confiance ? Alors, pas dans la technique, parce que le droit reste le droit, et son application, même si de temps en temps on peut se faire aider d'un juriste pour certaines nuances. Non, c'est pas dans le droit. C'est dans des ressentis, des feelings par rapport à ma vision du métier. Je peux te donner un exemple. J'ai eu un gros échec avec un manager, parce que de base, grande confiance dans ses compétences. Et quand j'ai senti des choses qui méritaient d'être challengées ou n'allaient pas, comme j'avais trop confiance dans la personne, je me suis dit, mais non, c'est toi qui n'a pas assez de recul, qui n'a pas assez d'épaules. Et en fait, je suis allée contre mes ressentis, parce que j'avais pas confiance en moi par rapport à l'autre personne, en me disant, mais non, il doit avoir raison, c'est moi qui... Et non, en fait, le ressenti était très bon, et j'ai pas assez challengé. J'ai pas pris la bonne posture en laissant faire, malgré mes ressentis, simplement pour une question de confiance. Je pensais que la personne avait plus de vision ou de compétences que moi à un instant T. Et ça a donné des choses très dommageables, mais rien n'est parfait. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est là-dessus vraiment que j'ai travaillé, et qui font qu'aujourd'hui, non, si je le sens pas, si c'est pas en phase avec mes valeurs, si c'est pas en phase avec mes convictions, je sais le porter,
Et si on décide tous ensemble malgré tout d'y aller, je sais que j'aurais argumenté autant que je pouvais et que je me serais pas fait toute petite. Ok. Voilà. Donc vraiment la confiance. Très clair. Alors, on va rentrer sur Direct Skills et puis le contexte de l'entreprise. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter Direct Skills en 1 minute, 2 minutes? Ouais, j'essaye. Ce que vous faites, pour qui, enfin, c'est quoi? Ouais. Donc Direct Skills, c'est un logiciel qui met en relation les entreprises utilisatrices, donc les grands comptes du bâtiment, de la logistique, un petit peu de la banque, de la grande distribution. Donc des entreprises qui sont très consommatrices d'intérim, avec des gros volumes de TP annuels, et donc de fait des grosses facturations par les entreprises de travail temporaire. On les met en relation via l'outil avec les entreprises de travail temporaire. Donc on a à peu près 99% du marché des ETT en France. Oui, okay. Donc clients des deux côtés. Et en fait, notre outil permet de fiabiliser les processus. Et en fait, il permet de redonner la main aux entreprises utilisatrices, donc le client final, sur ces données, de manière à respecter aussi bien la réglementation juridique, l'égalité de traitement, pour être totalement conforme avec les règles de paye de l'entreprise utilisatrice, qui, jusque-là, dans les process habituels, sont enregistrés, par exemple, par les ETT. Mais ce n'est pas eux qui se connaissent réellement. Donc, en fait, on fiabilise le montant de la facturation finale. Ouais, ça sécurise, en fait. Okay. Et on sécurise, alors oui, les délais, mais on va plus loin, en fait, que de la simple dématérialisation. On redonne la main aux entreprises utilisatrices sur la donnée de base. Oui, et quelles que soient les entreprises de travail temporaire qu'elles utilisent, parce que souvent elles en ont plusieurs. Oui. Absolument. Enfin, moi, j'étais dans un grand groupe, j'en avais 7 ou 8. C'est ça. Après, à l'époque, chacun avait son système informatique, mais c'est un enfer absolu. Exactement. Donc là, on centralise, on sécurise et on permet également aux entreprises utilisatrices l'autofacturation et l'autocontractualisation. Oui, l'entreprise utilisatrice génère elle-même sa facture envers l'ETT, basée sur ses règles de paye et ses règles juridiques. Votre non-client, c'est l'intérimaire. Lui-même, c'est pas votre client, l'intérimaire. Non, je confirme. Ouais, c'est un flux, c'est pas bien parce que c'est des êtres humains. Oui, voilà. Mais voilà, ok. On est en phase. On s'est compris. Ouais, c'est clair. Donc vous êtes une quarantaine de collaborateurs. Tout à fait. Vous êtes une SaaS RH un peu de niche, mais très niche. Très niche, très maline pour le coup. Comment est-ce qu'on crée une culture d'entreprise forte quand on a une PME tech dans cet écosystème? Et toi qui es là depuis 10 ans, est-ce que la culture en 10 ans a totalement changé? Qu'est-ce que tu as vu bouger, etc. Je vais pas dire le jour et la nuit, mais oui, il y a du changement. Quand j'arrive en 2015, en fait, il n'y a pas de culture au sens où c'est pas un sujet. Ouais, voilà. Ensuite arrive la pandémie. Donc, on fait comme tout le monde, on se met au télétravail, etc. Et en fait, il y a une prise de conscience que d'une, ça fonctionne quand on y met les moyens. Et prise de conscience aussi que pour que ça fonctionne, c'est nécessaire d'avoir une culture commune, une culture de management commune et qu'il y a un gros travail à faire. Là, vous étiez, ce que tu m'avais dit, à 80% en présentiel avant mars 2020. Quoi. On faisait, le TT était autorisé. Bon, déjà parce que population d'ingénieurs informatiques, c'était pas non plus une révolution de télétravail, mais on avait des autorisations pour, par exemple, femmes enceintes pouvaient télétravailler, pour éviter justement la fatigue des transports en commun. On pouvait avoir un petit peu de télétravail ponctuel en cas d'événements spécifiques. Donc, c'était déjà là. C'était pas la culture de l'entreprise. Ouais. Et quand on bascule, vraiment cette prise de conscience, en fait, on voit que ça marche, mais on veut le faire bien. Donc, on se fait accompagner volontairement par un cabinet pour tout cadrer, parce qu'on sait qu'on veut que ça devienne pérenne, qu'on veut que ça réussisse, et que c'est pas juste OK, on l'a fait pendant la pandémie, on va rester sur ces bases un peu bancales, faites un petit peu à l'arrache, etc. Donc, déjà de base, l'envie, la volonté de poser un cadre autour de ça. Ensuite, comment on crée une culture? Comment on l'a créée? En fait, c'est passé par du participatif, de la co-création, co-construction. À aucun moment, on a décidé, voilà, ça, c'est nos valeurs, par exemple. Ou ça, c'est notre culture. Je vois, vous en avez 4, en tout cas, qui sont affichés sur l'espace carrière. Et ça, donc, elles ont été co-construites.
Tout à fait. C'est les collaborateurs Ok. qui ont défini quelles étaient nos 4 valeurs sur la base de ce qu'on a envie d'être déjà, en même temps sur ce qu'on est déjà. Parce que c'est bien de dire, bah moi, mes valeurs favorites, c'est ci, ça, mais si c'est pas ce qu'on vit au quotidien, là, on tombe dans du gros bullshit. Donc, en fait, tout le monde a été convié à travailler dans ces ateliers sur trouver cet équilibre entre ce qu'on a envie d'être, et en même temps, qui on est déjà pour de vrai. Ce qui a amené à... nous, on a regroupé sous l'acronyme CARE. C'est justement, c'est collaboration. Ça, c'est vraiment notre ADN. Ambition, parce qu'on en a aussi beaucoup, qu'elle soit individuelle pour chacun et en même temps celle de l'entreprise. Le respect non négociable et l'engagement. L'engagement aussi bien soi-même envers son travail, ses collègues, les engagements qu'on se donne les uns avec les autres, les engagements contractuels envers nos clients et notre engagement de qualité de service envers nos clients aussi. Et du coup, toi, en tant qu'RH ou ton président, Ouais. vu que ça a été co-construit par toute l'équipe, vous êtes retrouvés facilement dedans ou vous vous êtes dit il manque un truc ou ça là, j'aurais pas fait comme ça. Comment vous avez vécu les choses? À titre perso, franchement, j'étais en phase. En phase de voir que quand en fait on fait quelque chose de manière volontaire et encadrée, en y mettant de l'intention, en expliquant aussi aux collaborateurs pourquoi on le fait, et ben en fait les gens prennent leurs vraies responsabilités et on sent l'intention derrière. Et moi j'ai trouvé à la fin, je fais c'est ça qu'on vit. C'était complètement en phase avec ce qu'on vivait, là où on avait envie d'aller. J'ai pas senti de décalage. J'ai pas eu l'impression qu'il me manquait un mot. Après, c'est quand on fait une liste de valeurs, on aimerait bien en rajouter, il y a, évidemment. Mais j'ai trouvé ça hyper cohérent avec le quotidien. J'étais hyper fière. Et j'ai dit, OK, en fait, ça match d'une avec ce que je ressens au quotidien et surtout, ça match avec là où j'ai envie qu'on aille. Donc, ça stimule encore plus, ça donne envie d'y retourner le lendemain, quoi. Et quand vous avez co-construit, c'est pas pareil qu'écoute. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris les salariés et puis leur a demandé à chacun. Ils se sont posés et ils ont travaillé. Tout à fait. Il y a eu plusieurs étapes. Ouais. Il y a eu les étapes de pré-sondage, déjà pour faire des présélections de valeurs, etc. Mais il y a vraiment eu des ateliers de travail parce que plus on se rapprochait de l'entonnoir final, c'est-à-dire que décréter une valeur, on s'est pas arrêté à c'est ce mot-là. C'est-à-dire que derrière, on est allé plus loin. C'est OK, maintenant, si on veut que les gens qui nous rejoignent adhèrent, cette valeur-là, déjà, quelle est sa définition? Parce qu'en fait, un mot peut avoir plein de définitions. On est allé jusqu'à définir c'est quoi ce mot pour nous, Direct Skills. Ouais, quand tu dis ambition, par exemple. Ambition, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Nous, on est allé jusqu'à lui donner une définition. Je peux te la trouver. Mais on est allé aussi jusqu'à définir ce que c'est, ce que ce n'est pas. C'est-à-dire se donner des exemples concrets qu'on a déjà vécu en fait au quotidien et dire ça, quand on fait ça, quand on dit ça, quand on se positionne comme ça, quand on interagit comme ça, c'est ça, cette valeur-là. Donc en fait, ça permet aussi aux personnes qui nous rejoignent, pas juste d'avoir un mot, mais vraiment de comprendre comment il est vécu. Est-ce que le mot ambition, typiquement, il peut vouloir dire... Il y en a ambition, c'est devenir le boss de la boîte, d'autres c'est gagner beaucoup d'argent, d'autres c'est être le chef, d'autres c'est juste de faire mon job correctement et d'avoir des clients contents. Exactement. Voilà, tu vois, donc c'est à chacun de définir exactement. Je vais te dire vraiment la définition qu'on lui a donnée. Ambition, pour nous. L'ambition chez Direct Skills, c'est se dépasser individuellement et collectivement pour innover et accomplir ses aspirations par une attitude d'ouverture, de curiosité et contribuer à la vision partagée de l'entreprise et à la satisfaction des collaborateurs et des clients. C'est ça l'ambition qu'on a et notre ambition. Donc oui, elle peut être individuelle, elle est collective, mais en tout cas, les collaborateurs ont été jusqu'à dire OK, comment chez Direct Skills on visualise l'ambition. Donc vraiment, ça n'a pas duré juste une semaine. Ça a été des chantiers longs. On a une définition pour chacune des 4 valeurs, des exemples, des c'est, ce n'est pas. Et ça permet aussi à tout le monde de s'engager dans le chantier. Et ça permet évidemment à tout le monde de se sentir encore plus... d'adhérer finalement encore plus. Et si on est candidat, en tout cas, il y a des éléments sur le site. Et pour les candidats, voilà. C'est pas un piège, quoi. Ah, c'est pas un piège. Pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est vraiment... Et alors, je vois que vous avez lancé aussi un autre projet qui s'appelait Future of Work. Ouais. Tu peux nous en parler et c'est quoi et qu'est-ce que ça a changé?
Ouais, Future of Work, pareil, ça a été lancé à peu près. Oui, c'était en même temps que les valeurs. En fait, le chantier valeurs faisait partie était un sous-chantier du projet Future of Work. En fait, dans Future of Work, c'est ça. Ça a été de co-construire en intégralité, en fait, le quotidien et la culture de Direct Skills. Donc, pour te donner une idée, il y a eu des livrables finaux à tous ces chantiers. Donc, parmi les livrables, on a eu les 11 commandements de la réunion chez Direct Skills. Parce que pas de réunionnite, si on peut éviter. On a tous autre chose à faire. Donc, en fait, c'est quoi une réunion? Donc, ça peut très bien être un sujet léger comme, en fait, chez Direct Skills, tu mets pas de réunion avant 9h30 et tu n'en mets pas après 17h. Parce qu'en fait, on a malgré notre engagement, en fait, on a des vies et des méthodes de travail qui font que. On respecte la parentalité, on respecte aussi le fait d'avoir des différents types de contrats chez Direct Skills. On a des personnes qui terminent à 17h. Donc, en fait, une réunion à 17h, tu exclus de fait des collègues. Donc, voilà, il y a pas mal de règles comme ça. Et évidemment, timekeeper, vrai sujet, ordre du jour, etc. Donc, tu vois, les 11 commandements de la réunion, indélivrables. On a eu la charte des comportements en télétravail. Donc là, c'est vraiment un bon tips pour les gens qui nous rejoignent. C'est des trucs tout bêtes. Mais par exemple, quand est-ce que j'utilise Teams? Quand est-ce que j'utilise le mail? Quand est-ce que je fais un call? Et en fait, c'est tout bête, mais ça permet aux gens de ne pas faire d'impair, de ne pas se dire « Ah oui, mais là, je vais le déranger ». Oui, mais on est en télétravail, donc c'est pas comme dans l'open space. Si t'attends de le voir, voilà, c'est ça. C'est au moins une fois par mois, mais du coup, c'est long. Ça peut être très long pour avancer sur un sujet. Donc, en fait, ça permet de se mettre d'accord tous ensemble pour éviter, en fait, des sujets qui seraient créateurs de frictions inutiles ou quelqu'un qui n'aime que, j'en sais rien, moi, recevoir des mails. Et qui se sent dérangés par un Teams. Non, en fait, on a décidé tous ensemble ces règles-là. Donc, on y adhère ou pas. Mais en tout cas, c'est nos règles. Voilà. Okay, et ça vient pas de la direction, c'est pas descendant, c'est les collaborateurs qui ont décidé tous ensemble. Okay. Voilà, il y a eu plusieurs livrables. Et à l'époque, premier chantier déménagement, puisqu'à l'époque, on avait les locaux à Poissy. Ah oui, vous n'étiez pas du tout dans le centre de Paris, là. Non, on était dans les Yvelines, à Poissy. Ah oui, c'est un gros changement. Ouais. Et on a fait le déménagement. Donc, on savait qu'on avait envie de déménager, d'aller à Paris. Maintenant, où, quoi, comment en fait, les collaborateurs ont décidé parce que, c'est pas anodin. On avait une population qui était très locale, finalement, de plein de gens qui allaient à pied au travail. Donc, c'est un vrai changement. Et pour pas qu'il soit imposé, donc on a fait ça aussi en mode participatif. Okay. Et on a refait la même chose cet été quand on a voulu changer de locaux. Ok. Voilà. Ok, très clair. Alors, je reviens sur Remote. Tu as anticipé une question, mais c'est pas grave, on va y revenir. Non, mais t'inquiète, tu ne savais pas. Donc, vos collaborateurs sont en remote partout en France, même outre-mer, parce que dans l'ascenseur, j'ai croisé l'un de tes collègues qui habite à La Réunion. Tout à fait. Ça, voilà. Ouais. Et donc, par contre, vous venez au bureau une fois par mois pour un after-work ou pour l'after-work, je ne sais pas comment vous voulez. Pourquoi ce modèle-là et pas un autre? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce rituel mensuel tous ensemble? Eh ben, écoute, au départ, donc ça n'a pas été défini tout de suite comme tel. Au début, on avait un historique de réunions trimestrielles. Mais ça, c'était l'époque au bureau, tout le monde au bureau. Et en fait, ça s'est fait petit à petit à force de remise en question. En fait, à force de sonder, à force de vouloir s'adapter et faire de l'amélioration continue, on a fait des changements, on a testé. Et aujourd'hui, on est arrivé donc à ce format mensuel qui permet à tout le monde de se retrouver pour, en tout cas, la partie qui les intéresse tous, finalement. Pourquoi se retrouver ? Et en fait, c'est ce qui convient le mieux aujourd'hui, mais après qu'on ait testé plusieurs modèles. Voilà. C'est-à-dire que le soir, vous faites Alors, une soirée ou ça dépend. Pas forcément. Ça dépend. Ou ça peut être en journée, ouais. Alors, ça dépend. On a donc cette mensuelle qui est plénière, donc une fois par mois de 11 à 13. Donc là, il y a partage d'informations. Le but chez Direct Skills, c'est la transparence maximum. Donc, tout ce qui peut être transmis est transmis. Rien caché à part les vraies choses confidentielles. Voilà. Tout transmettre, tout partager. Et ensuite, l'après-midi, en général, donc, les managers en profitent pour faire des ateliers avec leurs équipes. Il y a aussi des ateliers transverses. Et une fois par trimestre, on enchaîne sur un vrai gros team building. Nous, on appelle ça les after-work. Donc, on enchaîne avec un team building, un dîner, une soirée.
Évidemment, on prend tout en charge pour les provinciaux. La question ne se pose pas. On prend même en charge le Uber de retour de nos collègues franciliens. Question safety first, tu vois. C'est pris en charge par nous. C'est Uber obligatoire. Et donc ça, pour l'instant, c'est une fois par trimestre. Et tu vois, je ne suis pas contre, au contraire, ressonder encore aujourd'hui pour voir si ce rythme est à continuer, à challenger. Voilà. Ok. Et alors, comment vous avez négocié et formalisé ce modèle ? Tu parlais de charte. Ouais. Donc, c'est une charte télétravail que vous avez mis en place. Ouais. Quand tu recrutes des profils, ouais. Alors tu n'as pas un volume de recrutement infini, mais forcément, tous les ans, tu as quand même quelques recrutements à réaliser. Ouais, entre 5 et 10. Ouais, toi, avec ta collaboratrice. Ouais. Est-ce que du coup, ça vous permet de recruter des profils que vous n'auriez peut-être pas touchés avant, malgré le marché parisien où il y a quand même pléthore de gens ? Absolument. Ouais. Sincèrement, on a vraiment vu la différence sur le recrutement de certains profils. C'est-à-dire, quand vous passez une annonce, elle est ouverte, c'est pas marqué Paris, quoi. Non. Peut-être que c'est marqué... Ah, bonne question. Ouais. C'est marqué Paris dans la localisation de l'entreprise, mais enfin, nous, on écrit bien. Donc, si moi qui habite à Rennes, j'ai envie de postuler, je peux rester habité à Rennes, quoi. Absolument. J'ai un collaborateur à Rennes. Ah, tu le croiseras peut-être, il va au Flexo. Ah ouais, en plus, on le salue alors. Okay. Oui, absolument. Okay. Après, c'est au choix. En fait, on a, si tu veux, il y a aussi une mini-culture par équipe. À partir du moment où elle est complètement en phase avec la culture d'entreprise, ça me va. On a toute l'équipe technique, où là, en fait, on est vraiment sur remote, venu sur site pour l'événement mensuel. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas du vrai remote si on demande une présence une fois par mois, mais nous, ça nous permet quand même dans le vocabulaire, de faire la distinction. On a des équipes, surtout la partie client, où eux, ils viennent une fois par semaine. Et ça, c'est pareil, c'est pas forcément imposé par l'entreprise, c'est pas imposé par la direction. C'est qu'on s'est rendu compte que les équipes elles-mêmes souhaitaient ce rythme. Okay. Et donc, c'est comme ça qu'on s'y est mis. Parce que le but, c'est de s'adapter aux besoins de chacun. Et en fait, on a vraiment toute l'équipe client qui veut son jeudi au bureau. Donc, d'où le fait d'avoir quand même gardé des locaux. Oui, parce que vous avez des locaux, vous n'êtes pas en flex office, entre guillemets, où il y a un bureau pour 5, quoi. Non, non. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une demande. Et donc, le but, c'est ça. C'est comme ça que je disais qu'en fait, en remote, on peut l'adapter à beaucoup de personnes. Nous, on n'a jamais imposé aux équipes clients une venue hebdomadaire. C'est l'équipe elle-même qui, ensemble, a dit qu'elle ressentait ce besoin et on leur permet de le faire. Du coup, évidemment, dans les recrutements, si je recrute quelqu'un pour l'équipe technique, la personne, vaut mieux qu'elle soit en remote, parce que si elle vient au bureau pour voir son équipe, elle ne la verra pas, tout simplement. Et en effet, ça me permet d'ouvrir un petit peu plus le champ des possibles. Et si je recrute dans l'équipe client, je vais chercher quelqu'un qui va être en phase avec ce rythme de venir une fois par semaine pour matcher avec son équipe. Pour autant, dans l'équipe client, j'ai beaucoup de provinciaux qui adorent venir une fois par semaine. C'est absolument pas imposé par nous. Voilà. Ok, donc au-delà de la charte, je dirais il y a le bon sens, la bonne gestion de l'équipe et le fait que ça avance et chacun trouve son équilibre en fait. Le but c'est ça, c'est l'équilibre de chacun. Ok. Ouais. Alors la semaine de 4 jours. Non, je sais que tu as un président qui est pas convaincu. Ouais. Et comment tu gères toi ça ? Toi qui es convaincu pour le coup. Ouais, je suis convaincu. Parce qu'on en a parlé. Et comment est-ce que tu gères ça quand ta vision RH n'est pas alignée totalement avec ton président ? Alors, sur ce point, en tout cas. Sur ce point, en tout cas, oui. On est très alignés tous les deux. Je peux mettre la pagaille dans le binôme. Non, on est très alignés sur beaucoup de choses, justement. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Par exemple, la semaine de 4 jours, donc moi, je fais partie des convaincus. Lui ne l'est pas. Comment je fais pour quand même m'épanouir au travail ? C'est que je me dis que chaque jour suffit à peine et que j'ai encore beaucoup de choses qui me permettent de m'épanouir ici sur le reste justement de notre vision où on est aligné. C'est un travail au long cours, donc l'alignement sur la formation et la montée en compétences des managers, puisque ça pour moi c'est comment on dit non négociable et un incontournable, et surtout dans notre culture remote. Donc en fait, j'ai du travail au quotidien pour continuer d'améliorer les conditions de travail, qui sont bonnes certes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je me repose sur mes lauriers.
Comment je vis de ne pas aller dans la semaine de 4 jours, c'est ça. C'est que je sais que j'ai encore du boulot et que j'espère un jour, j'espère. Alors, sachant qu'il y a plusieurs semaines de 4 jours. Alors, moi, je suis pour la semaine de 4 jours et non pas la semaine en 4 jours. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose, tout à fait. J'ai eu la chance de recevoir sur cet épisode Philippe Dupeyrat. Ah oui, j'ai signé sa tribune. Ah d'accord, ouais, ok. Ouais. Qui a parlé pas mal de ce sujet-là. Ouais. Donc, okay. Donc je pense qu'on d'ailleurs on a une vision plutôt alignée. Je suis pour la semaine de 4 jours et je suis persuadée, d'autant plus avec les outils d'aujourd'hui, que d'une c'est faisable techniquement. Voilà, il n'y a pas de sujet, c'est complètement faisable de délivrer. Alors une fois de plus, c'est comme le télétravail. Il y a des choses, c'est faisable. Si tu mets quelqu'un sur une ligne de production et de chaîne, t'es pas là un jour, tu produis moins. J'ai pas de problème avec ça. Mais une fois de plus, dans nos métiers, les outils aujourd'hui nous permettent, je suis persuadée, de produire la même chose en 4 jours. Et pour moi, ce 5e jour, il doit être dédié à de l'épanouissement, de la montée en compétences. Donc là, il y a plusieurs débats, il y a plusieurs sujets. Je n'ai pas une vérité, mais je reste persuadée que pour le bien-être des gens, quand bien même ils ne travailleraient pas au sein de l'entreprise, tout ce qu'ils feraient à côté permettrait de développer aussi bien leurs compétences que leur bien-être. Et de tous les cas, je reste persuadée que l'entreprise y gagnerait au final. Voilà. Alors peut-être que l'IA va nous aider à faire. Exactement. Voilà. Quand je parle d'outils aujourd'hui, mais d'où le sujet. Que faisons-nous de ce temps gagné par l'IA? Produire plus, toujours ou justement faire un pas de côté, respirer et se poser la question de est-ce qu'en fait on est là pour continuer de produire alors que finalement peut-être que je ne vais pas parler de décroissance, c'est pas le sujet de notre mais voilà, entre produire et petit pas de côté pour se développer personnellement, on peut peut-être en discuter. Je pense qu'aujourd'hui les entreprises de manière générale ne se posent pas la question. On veut l'IA, on veut améliorer les process, rendre les process plus rapides, mais on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné. Voilà. C'est très clair. Est-ce que d'ailleurs les candidats ou les candidates que vous avez en recrutement te parlent de ce sujet de la semaine de 4 jours ou vous ne l'abordez pas de toute façon sur votre site carrière, vous n'en parlez pas? Non, je ne l'aborde pas. En effet, il y a des personnes qui peuvent Enfin, souvent, en recrutement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais j'ai vu tes postes, etc. » Pour autant, comme ce n'est pas du tout indiqué sur notre page carrière et notre site, là-dessus, je suis très transparente, se prend en place. Ce n'est pas un sujet à l'instant T. Donc, je n'ai pas la question sur la semaine de 4 jours. D'ailleurs, sur les candidates, comment est-ce que tu vas détecter que la personne va bien réussir en remote? Tu sais, comment est-ce que tu arrives à... Parce que ça peut donner... ça peut être un peu un côté paillette, entre guillemets, pour certaines personnes qui disent « Ah, c'est cool, je vais être chez moi. » Et tu l'as dit d'ailleurs, tout le monde n'est pas fait forcément pour ça, etc. Comment vous arrivez à détecter ça pour éviter d'avoir un échec en recrutement qui serait lié justement à ce point-là? Écoute, j'ai déjà fait l'erreur, clairement. Et d'ailleurs, c'est très, très frustrant. Tu vois, au début, c'était même pas qu'au début, en plus, je l'avoue. J'ai fait l'erreur de recrutement sur ce sujet-là. Tu as quelqu'un qui a en effet les compétences métiers parfaites, mais qui ne s'épanouissait pas finalement et qui m'a dit qu'il manquait de lien physique. D'accord. Et c'est hyper frustrant parce que... À la limite, la personne peut venir 5 jours ici par semaine. Alors, c'est tout à fait. On le dit d'ailleurs, les locaux sont ouverts. Même le vendredi, il n'y a pas grand monde. Mais si tu viens pour être toute seule, oui, voilà. En fait, c'est ça. Mais donc, non, c'est hyper frustrant parce que nous, on sait qu'on n'a jamais caché notre rythme. Et tu te dis, mais en fait, on est hyper transparent. Après, je blâme pas la personne, dans le sens où peut-être que même la personne ne savait pas que finalement, c'était pas fait pour elle. En tout cas, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué et c'est devenu une condition sine qua non en recrutement. Quelqu'un qui me dit « J'aime bien le télétravail, je sais faire, je m'y adapte », ne s'épanouira pas. Ok. Il faut vraiment que la personne, ce soit sa méthode de travail préférée au sens, oui, pas pour être à la maison. C'est vraiment, ça doit être sa méthode de travail vraiment la plus épanouissante. Voilà. Et ça, j'ai déjà fait l'erreur de me satisfaire d'un oui, j'ai déjà fait, je sais faire.
Mais en fait, la question, c'est pas ce que tu sais faire. Parce que savoir-faire, on te montre, on t'apprend. On s'en fiche, en fait. Savoir télétravailler. C'est pas une question de compétences pratiques. À partir du moment où on est une boîte de la tech, n'importe qui chez nous sait utiliser de la visio. On n'est pas sur de la compétence métier. C'est pas savoir-faire. C'est aimer faire, aimer être. Et c'est là le point, en fait. C'est là où je m'étais déjà trompée. Et d'ailleurs, toi, en tant que DRH, comment est-ce que tu détectes, non plus un candidat, mais un collaborateur en remote va pas bien ou c'est un peu chaud parce que certes, il y a un événement mensuel, mais ça peut être trop long des fois d'attendre un mois. Tout à fait, tout à fait. La chance qu'on a, c'est... alors, déjà, oui, c'est dur. Enfin, il y a pas de... On va pas se mentir, c'est pas la chose la plus facile du monde. Ça nécessite en fait une vigilance permanente, il faut être très clair. En tant que RH, c'est vraiment un sujet... Mais toi, t'as pas tous tes collègues tous les jours au téléphone en visio, c'est pas possible non plus. Dans mon équipe, ça peut arriver, et puis ça peut arriver que non. Maintenant, une fois de plus, il y a la culture du management, clairement. C'est pas que le rôle de la RH en fait d'être vigilant sur la santé mentale d'un salarié et encore plus sur son isolement et sa façon dont il télétravaille. C'est pas que la responsabilité des RH. C'est aussi la responsabilité des managers, parce que manager en télétravail, c'est aussi des compétences, c'est un état d'esprit. Donc, ils sont formés. Dans le pack, alors je ne vais pas dire que ça solutionne tout, mais en tout cas, dans le pack formation, minimum des managers. Tout manager chez DirectSkills, déjà, doit être formé au management en télétravail. Dans les formations obligatoires, je mets également premier secours en santé mentale. Oui, ok. Parce qu'on apprend aussi à détecter, on apprend à quelques indices. Donc, pareil, une fois de plus, ça ne fait pas tout, mais petit à petit. Et on compte énormément sur les collègues, sur l'engagement, en fait, les collaborateurs qui eux-mêmes sont vigilants entre eux. Personne ne doit, chez DirectSkills, rester seul, sans contact avec un collègue, plus de 2 jours. Enfin, ça n'arrive pas. Okay. On fait en sorte que le métier aussi, les façons de travailler, les rituels, etc., que ce soit impossible de n'avoir aucun contact avec un collègue pendant plus de 2 jours. Voilà. Donc, il y a de la vigilance, il y a de la sensibilisation, beaucoup. Il y a aussi cette culture de non-tabou. La santé mentale chez DirectSkills ne doit pas être un tabou. Donc, c'est ce qui permet aussi de détecter beaucoup de choses. Mais vous avez pris une application ou c'est juste le fait d'avoir un échange avec un collaborateur, une collaboratrice, un collègue qui vous permet de vous dire là-dessus ça le fait ou là-dessus attention warning, il faut qu'on soit un peu plus vigilant. Alors j'ai pas d'appli. Alors qu'est-ce que tu appelles d'appli? Parce que tu as des applications qui existent, tu vois, où tous les 2 jours tu dis j'ai le smile, j'ai pas le smile, etc. Et puis toi ça te remonte et puis toi tu vois que. Je l'avais pris. Ouais. Je l'avais sur un de mes outils. Parce que c'est plus informel en fait dans votre fonctionnement. C'est beaucoup plus informel. Ouais. Après il y a aussi des vrais rituels. L'entretien télétravail. Okay. C'est un passage obligatoire. Donc, c'est avec moi ou une personne de mon équipe. Et c'est vraiment un entretien dédié au télétravail. Donc, on ne va pas parler compétences, formation, etc. C'est vraiment toi. Comment tu te sens et le télétravail. Les outils, le quotidien, qu'est-ce qui les te difficultés, manque, etc. Exactement, les difficultés. Donc, c'est vraiment des entretiens dédiés à ce sujet. Ensuite, on a les entretiens managers que j'essaye de... Alors, le but, une fois de plus, c'est pas de fliquer, mais le one-one, c'est pas quand on a le temps. Et le one-one, c'est pas que de l'opérationnel. C'est vraiment un temps d'échange dédié. On est en télétravail, donc on assume d'avoir aussi ce besoin. Et une fois de plus, cette responsabilité en tant que manager de veiller au bien-être de ses collaborateurs. Donc, écoute, c'est un ensemble de rituels, de process et puis de care. Je reviens à nos valeurs, mais en fait, de care, on tient tous aux autres. Une fois de plus, c'est pas l'histoire d'une famille ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est un être humain avec qui je travaille, avec qui j'ai des relations, et je suis vigilant à des signes, des symptômes qui me feraient dire attention. Donc, on est tous investis en fait dans ça. Ok, très clair. Et si un manager te disait, tiens, je sais pas si vraiment mon entreprise, mon équipe, elle bosse vraiment, ça t'inquiéterait?
Oui. Ouais. Ah oui, déjà, parce que si mon manager me dit qu'il ne sait pas si son équipe bosse et qu'il a un problème dans la définition de ses objectifs et la clarté de ses attentes, en fait. C'est qu'il prend pas assez le pouls aussi. Il ne devrait pas y avoir de moyens. En fait, me dire je ne sais pas s'il travaille, c'est un problème. Ouais. C'est soit ce que tu as demandé est livré et ça peut être amélioré, ça peut être mieux fait, on s'en fiche, c'est pas la question. Mais si on te livre rien, bah tu sais que c'est pas travaillé. En fait, voilà, la question de je ne sais pas s'il travaille n'est absolument pas entendable pour un manager. Okay. C'est que lui, il a failli. Moi, j'ai quelqu'un dans l'entreprise qui utilise le télétravail pour se cacher et ne rien faire. Mais pas de problème. Ça se verra très vite. Ça va marcher un temps. Et c'est pas à cause d'une personne qui aurait tenté le truc que je vais remettre en cause tout. Ouais. Avec des personnes qui, chez les Skills, sincèrement, des collaborateurs. Mais en or, j'ai des gens engagés, des gens qui adhèrent au projet de l'entreprise, des gens qui se donnent. Si un jour on se trompe tous, parce que quand même, recrutement, il y a du monde, tu vois. Mais ça pourrait arriver. On se trompe tous. Quelqu'un utilise le télétravail pour ne rien faire. Ça va se voir très vite. Je veux dire, franchement... Son avenir est compromis. Voilà, son avenir est compromis et il faut arrêter d'imaginer que tous les gens cherchent à se cacher. Alors, pourquoi certains groupes français, aujourd'hui, imposent le retour au bureau? Ouais, mon avis, il est très, très clair. Soit, j'en ai déjà parlé, c'est soit des plans sociaux déguisés, soit des aveux d'échec de management. Voilà. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Et ça ne peut pas être une excuse de collectif, de culture. C'est faux, puisque nous, on voit très bien qu'on arrive à avoir une culture très forte à distance. Donc, c'est que c'est faisable. Donc, s'il y en a qui reviennent au bureau parce qu'ils ont perdu en engagement ou en culture, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas mis les moyens pour le faire. Ou bien, en effet, les plans sociaux déguisés, on va faire partir des gens qui ne sont plus en phase parce qu'on leur a dit que c'était faisable, donc ils ont déménagé, donc ils ont recréé une vie, et là, on les met face à un mur en leur disant maintenant tu reviens ou pas. Puis si t'as pas envie de revenir, on est OK pour une RC. Bon, voilà, c'est ça. C'est un peu facile, quoi. Tout à fait. Donc voilà, pour moi, le retour au bureau, c'est soit l'un, soit l'autre. Et en effet, l'argument de la culture. Alors, t'as l'argument de la culture, t'as le remote. Moi, ce que j'entends, ça tue la créativité. Non, mais ça, tu le lis, tu l'entends. Les gens sont moins créatifs, sont moins productifs, sont moins innovants. Voilà. Vous qui êtes une boîte de tech, voilà, où l'innovation, c'est un peu. Si vous ne faites pas, vous êtes mort. On meurt. En fait, dans une boîte de tech, vous êtes mort. Une fois de plus, la preuve que c'est tout à fait faisable. Ça nous arrive de faire des ateliers créatifs ou d'itération en présentiel. Parce que voilà, on est sur site une fois par mois, on l'utilise pour avoir un projet. Mais la plupart du temps, on innove et on est créatif à distance et on sait très bien le faire. Une fois de plus, avec un bon cadre, une bonne guideline, une vision commune. En fait, les basiques de l'engagement et de la culture d'entreprise, on est aussi créatif, sincèrement, voire à titre personnel, ça peut dépendre des personnalités. Je suis beaucoup plus créative en télétravail qu'au bureau. Ok. Voilà, c'est personnel, et peut-être qu'il y a des gens qui c'est l'inverse, mais en tout cas, des entreprises tous les jours prouvent l'inverse, prouvent que c'est faisable et prouvent qu'on est plus productif. Donc non, ce sont pour moi des arguments fallacieux. Et est-ce que le fait que des boîtes reviennent sur le remote, ou réduisent le nombre de jours de télétravail hebdo, et puis que ce soit un peu médiatisé pour le coup, parce que souvent c'est des boîtes, des grosses boîtes, etc. Oui. Est-ce que c'est un sujet des fois qui fait parler des collaborateurs de DirectSkills, voire pour certains peut-être même qui les inquiète en se disant mais pourvu qu'ils aient pas la même idée. Est-ce qu'on t'a déjà ça a pu, mais pour le coup je clame assez haut et fort mes convictions. Là pour le coup s'ils l'ont pas entendu, c'est... non, je pense que je le communique assez facilement, je le dis ouvertement aussi sur LinkedIn ou même dans l'entreprise, donc il devrait être rassuré en tout cas pour l'instant, d'autant plus que je le dis, mais soyons très clairs, mon président aussi. Oui. Très convaincu. Autant il dit que la semaine de 5 jours lui convient très bien, autant il te dit ça aussi. Autant le remote n'est même pas un sujet à challenger aujourd'hui chez DirectSkills, sans hésiter. Donc non, je pense que les collègues sont assez rassurés.
La voix du remote est portée par le président, par moi. Pas de souci à avoir. Ok, très clair. C'est intéressant d'avoir ta non-langue de bois sur le sujet, mais je partage effectivement un certain nombre de tes convictions. Et puis quand je vois il y a certains grands groupes qui se portent bien, qui le font, puis il y a d'autres groupes, tu te dis, waouh, ils ont pas mal de problèmes en interne. Et effectivement, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Mais bon, après ça c'est leur problème. Néanmoins, je trouve que ça fait du mal parce que c'est ultra médiatisé. Ouais. Parce qu'en plus, il n'y a pas 50 000 boîtes qui font ça. Il y a quelques boîtes et du coup qui entraînent une prise de conscience de certaines personnes, de dire nous aussi on va le faire. Ouais. On va passer de 3 jours de TT à 1 jour. Ouais. Et quand tu creuses pourquoi, en fait, parce que les autres le font. Ouais, super. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de vrai argument, et d'autant plus que ça peut aussi faire très mal à l'image du remote, puisque il y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas forcément encore testé, etc. Et comme tu l'as dit, c'est des boîtes très médiatisées, c'est des grandes entreprises, donc c'est très médiatisé. Donc pour des personnes qui ne sont pas forcément familières et qui auraient pu être tentées d'y aller, ça donne simplement l'image du un tel, quand même très connu, dit que ça ne marche pas, donc je ne vais pas le faire. Et donc voilà, ça empêche encore plus d'autres personnes qui pourraient s'épanouir en télétravail d'y avoir accès. Donc je trouve que c'est très mauvais pour l'image du TT. Ok. L'IA débarque dans le quotidien, dans le quotidien RH. J'imagine dans le quotidien aussi Direct Skills, sur ce que vous vendez à vos clients. Comment toi tu te l'appropries pour la fonction RH? C'est quoi tes premiers éventuels usages internes? Ouais, écoute, j'ai commencé à utiliser l'IA au tout début de la démocratisation, la mise sur le marché de ChatGPT. Ouais. Très curieuse, très intéressée par le sujet. Donc moi, j'ai commencé à l'utiliser assez vite, d'abord de manière personnelle, donc en respectant vraiment, en faisant très très attention, les données, etc., ce que je pouvais faire. Au début, comme tout le monde, c'était simplement de l'IA générative. Ça m'aidait à travailler du texte. Donc j'avais commencé à l'utiliser il y a peut-être 2 ans, 3 ans, sur la rédaction de mails, sur de la rédaction ensuite peut-être de fiches de poste, d'annonces d'emploi pour commencer à être plus attractif. Donc voilà, vraiment sur de l'IA générative. Ensuite, j'avais suivi tout de suite au tout début la formation de Youno, IARH, IARH, le MOOC, le MOOC, quand il était sorti, il y a maintenant un an et demi, je crois, ou un an. Plus que ça, parce que je pense que là, ils doivent lancer, Pierre Monclos, il doit lancer la 3e édition bientôt. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais fait, j'avais suivi la toute première, donc vraiment, et puis là aujourd'hui, dans l'entreprise, tous les collaborateurs ont des accès IA. Ok. Je sais pas, oui, si je peux citer, il y a une partie qui est sur Claude. On a ChatGPT Enterprise pour tous les collaborateurs. Objectif, c'est de pouvoir connecter en étant un petit peu sécurisé quand même, d'où la version Enterprise. Elle apporte quand même plus de confiance sur certaines données. Tout le monde est incité. Tous les collaborateurs ont on a des objectifs. Tous les collaborateurs ont des objectifs. Tous les collaborateurs en 2026 ont un objectif lié à l'IA dans leur travail. Le but, c'est de pouvoir intéressant. Pouvoir dire telle partie de mon périmètre, j'ai sélectionné telle tâche. Pourquoi ? Parce que chronophage ou parce que il y a plusieurs critères possibles. Et à la fin de l'année, d'être en capacité de dire sur cette tâche, d'une, j'ai utilisé l'IA pour l'améliorer, mais de 2, je suis en capacité de le mesurer, de dire en quoi je l'ai amélioré. Donc ça permet aussi une prise de recul, ça permet de pas juste foncer tête baissée, etc. Et ça permet de faire des choix éclairés en fait sur le pourquoi je l'utilise. Donc vraiment, l'IA chez Direct Skills aujourd'hui, c'est porté à tous les pans. Donc aussi bien dans le métier de chacun, dans l'opérationnel du quotidien, évidemment dans le produit, pouvoir apporter aux clients des bénéfices de l'IA, et évidemment dans le code, qui nous permet de produire plus vite et mieux sur certains modules, ou d'accélérer notre migration pour le changement de techno. Ok. Donc, voilà. Très très bien. Ouais.
Qu'est-ce que tu aimerais voir disparaître dans notre manière de faire, nous RH? Nous, RH IA ou pas IA d'ailleurs. Hein. Ouais, bah, je vais rester IA, mais la frilosité en fait. Ouais. Je reste persuadée que le métier de RH, de par sa définition, il doit être tourné vers le futur en fait. On en avait parlé, mais je reste persuadée, c'est notre métier en fait de pouvoir fournir à l'entreprise les compétences de demain, d'être en capacité d'identifier, d'avoir une longueur d'avance, d'avoir le nez, de savoir analyser quels seront les besoins. Si on a une personnalité ou en tout cas des méthodes, faut pas faire de généralité, mais si on a des méthodes frileuses, je pense que c'est assez incompatible avec l'essence même de notre métier, qui est de faire grandir une entreprise, ou en tout cas de la garder stable au minimum. Et pour moi, c'est totalement incompatible d'être frileux, d'attendre de voir. Ça, c'est des méthodes qu'on voit encore. Non, c'est incompatible. Les RH doivent être innovants, doivent prendre les devants, doivent tester, essayer avant les autres, justement pour dire, regardez, on a testé ça, ça fonctionne, allez-y. Ça n'a pas marché, on réessaye, on itère. Et pour moi, les RH dans le futur, c'est aussi là qu'on les attend. Oui, la stratégie, mais de toute façon, pour pouvoir être stratège, il faut aussi voir ce qui va venir. Donc pour moi, c'est ça. Et si ta boîte ou ta dirigeante ne te suit pas, toi, tu dirais change de boîte? Je suis un peu radical, mais... Non, je l'ai déjà dit. Ouais. J'ai déjà dit. Je nuancerais sur le type de sujet, évidemment. Mais j'ai déjà dit sur certains sujets, ça, si je ne suis pas suivie, si je ne suis plus en accord là-dessus, je ne pourrais pas continuer. Après, oui, ça dépend lesquels. Mais dans le fait d'innover, d'avoir le droit et l'espace, en fait. D'avoir l'espace d'aller voir autre chose. Ok. Ouais. Alors moi, j'ai eu ton président avant d'enregistrer, qui m'a dit que tu avais un budget illimité, une carte blanche. C'est quoi le premier chantier que tu lances, sauf la semaine de 4 jours? J'allais te dire, un budget illimité, semaine de 4 jours. Sur quoi tirer? J'adore cette question. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais tester chez DirectSkills? Budget illimité. En fait, je pense qu'en priorité, je reprendrais la liste des irritants. Parce qu'on en a. Les gens sont très bien chez nous. On a des très bons scores. Ça ne veut pas dire que on est... Puis, aucune boîte n'est parfaite. Hein. Aucune boîte n'est parfaite. Et puis, ça, on reste une entreprise avec des humains, des process, etc. Et puis, des points de friction comme partout. Donc, je pense qu'en fait, je prendrais la liste des irritants. Et tous ceux qui n'ont pas pu être mis en place pour des questions de coût, en fait, c'est les premiers. Okay. S'ils sont légitimes, évidemment. Oui. Mais en fait, je pense ça. Je prends la liste des irritants à date. Et OK, avant de penser futur, là, le présent, qu'est-ce qui est bloquant? On nettoie pour enlever les trucs sur les épaules. Budget limité, je prends la liste des irritants. OK. Un par un. Bon, le message est passé. Voilà. Si, Monsieur le Président, si tu nous entends. Faut un DAF. Faut un DAF. Chut. Merci pour. Est-ce qu'il y a des sujets des questions que je t'ai pas posées que tu aurais aimé que je te pose? Est-ce qu'il y a des points que tu aurais aimé ajouter ou tu as le sentiment d'avoir fait le tour? Écoute, d'avoir pu exprimer tes convictions. D'ailleurs, merci beaucoup parce que tu m'as permis de bien exprimer. Au final, je suis plutôt en phase avec ce que j'ai partagé. Ça représente en fait, de manière globale mes convictions, ce pourquoi on peut me lire sur LinkedIn, même si là depuis 1 ou 2 mois, je suis plus trop là, mais je trouve que c'est assez en phase avec ce dont je parle au quotidien et une fois de plus, ce pourquoi je me lève. Donc, comment est-ce que tu fais ta veille pro? Écoute, évidemment beaucoup LinkedIn, même si tout n'est pas à prendre pour argent comptant. Ça permet quand même de se tenir très bien au tu passes courant. pas trop de temps à scroller? Non, je mets des règles. Je me mets complètement. J'ai des règles. Il y a quelques sites où je fais un passage obligatoire. Et puis, j'ai un petit agent IA que je me suis créé. J'ai un petit agent IA de veille RH avec mes petites alertes tous les vendredis midi. Je m'intéresse aussi à beaucoup de choses, donc beaucoup de lectures. Des MOOC, tu disais que tu avais suivi le MOOC IARH. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres MOOC que tu as suivis ou pas plus que ça? Alors j'en ai suivi, mais sur des sujets qui étaient plutôt
pour mon développement professionnel autre. Donc, j'ai fait des MOOC sur de la gestion de projet, etc. Parce que pareil, c'est très utile quand on est RH et puis qu'on veut mettre des projets dans une entreprise. Donc, j'ai fait pas mal de MOOC là-dessus, gestion de projet. Vous êtes ouvert d'ailleurs à la formation de vos collaborateurs sur le sujet de l'équipe, là, des 40 des collègues. Ouais. Est-ce qu'il y a un budget formation contraint ou est-ce que c'est assez ouvert? Si on a envie de se former, on y va? En fait, je détermine tous les ans un budget de formation que j'essaye de faire le plus large possible. Puis évidemment, après, quand on parle budget vraiment annuel, on regarde Bien sûr. ce qui est faisable. Globalement, je pense que ça fait 2-3 ans que j'ai pas refusé de formation. Ouais, ok. Parce que quand je prépare le budget, je connais les collaborateurs, je connais leurs envies, j'ai une idée déjà des besoins. T'es pas dans la grande surprise d'un truc qui tombe comme ça. Non. Donc, je mets beaucoup de budget sur la formation des managers. Ok. Ça, c'est les packs obligatoires. Et ensuite, pour les collaborateurs, je sais où ils veulent aller, je connais les besoins de l'entreprise, la vision de l'entreprise. Donc, quand je prépare le budget et que je propose un budget, il est en général assez en phase. Donc, je refuse pas trop de formation. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? RH, j'entends. Ouais, il y a une personne à qui je pense... Bon, après, elle est allemande. Ouais, ok. Elle parle très bien anglais. Je ne sais pas si ça intéresserait le public français, mais en fait, c'est Ania Michael, qui est la DRH du groupe qui nous a rachetés il y a 2 ans, que je trouve incroyable, aussi bien dans sa vision de faire des RH. Donc évidemment, on a des différences. Moi, je suis RH terrain, petite entreprise. Elle est DRH d'un groupe de 800 personnes maintenant, plusieurs millions, centaines de millions de chiffre d'affaires. Donc on n'est pas sur plusieurs pays. Et plusieurs pays, tout à fait. Plusieurs pays, toute l'Europe en fait. Donc c'est extrêmement intéressant d'échanger avec elle. Moi, je sais que je suis complètement en phase. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai très très bien vécu notre rachat il y a 2 ans. Parce qu'en termes de culture et de vision du métier, on est ça, c'est des moments importants de vie d'entreprise qui peuvent un peu qui peuvent secouer. Qui peuvent être radicaux. Qui peuvent secouer. Et moi, j'ai très très bien vécu parce qu'en fait, très rapidement, en échangeant avec elle, on est très alignés sur ce que doit être notre métier. Donc, je te dirais, Ania, si tu peux faire des podcasts en anglais. Et sinon, tu vois, tu l'as déjà interviewé, mais moi, j'aime beaucoup suivre Meryl. Parce que justement, voilà, on est plutôt sur le même format d'entreprise, même secteur, quasiment le même nombre de collaborateurs et une culture aussi de la responsabilisation, etc. Donc j'aime beaucoup. Je ne savais pas que vous connaissiez. Vous connaissez? Mais voilà, moi je suis beaucoup Meryl parce que c'est important pour moi de voir justement sur une entreprise similaire à la mienne sa vision. Et je pense que c'est hyper important pour moi de suivre ça. Ok, très clair. Et dernière question, comment nos auditeurs peuvent te contacter le plus facilement? Alors, j'aurais dit, je suis présente sur LinkedIn, forcément. J'ai beaucoup de retard sur ma messagerie LinkedIn. Donc, je confirme. Je confirme. Des fois, je bataille pour avoir Swanhild. Non, c'est vrai que c'est très compliqué parce que, en fait, se perdent les messages importants. Je pense que tout le monde le sait. C'est très perdu dans beaucoup de démarchage. Sur LinkedIn, alors moi, je ne suis pas démarché par les mêmes profils que vous, évidemment, parce que je suis entrepreneur. Mais en tant que RH, mais en tant que RH, je pense que c'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Et en même temps, je ne leur en veux pas. C'est leur métier, il n'y a pas de souci. Mais je ne pourrais même pas te dire par jour le nombre d'emails que je reçois qui sont du démarchage. C'est un petit peu dommage parce que les vrais messages de vraies rencontres qu'on pourrait faire se noient un petit peu. Donc, puis si tu t'absentes 8 jours de LinkedIn, en plus la messagerie un peu pourrie, donc tu galères à au niveau des filtres, etc. C'est pas pratique. Mais donc sinon, oui, j'aurais dit LinkedIn. Et puis sinon, ne pas hésiter, boîte mail contact@directskills. Elle m'est redirigée aussi, donc n'hésitez pas. Ok. Bon, cool. Un grand merci, Swanhild, pour ton temps, pour ta dispo, pour ton enthousiasme, pour ton sourire au micro, je pense que ça s'entend, et aussi pour le partage de tes convictions. Je trouve ça toujours agréable. Et puis petit message d'ailleurs, si vous êtes comme Swanhild, DRH de votre entreprise, quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit le secteur d'activité,
et que vous avez aussi envie de partager vos convictions, n'hésitez pas à me contacter. Je trouverai toujours une petite place entre deux enregistrements pour vous, en tout cas. Merci Swanhild. Merci à toi. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!